7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud, Vous allez bien? ça va et vous? Oui, très bien. Alors C'était bien aujourd'hui... avec François-Xavier Bellamy? écoutez, c'était très intéressant. Vous avez Ouais. écouté? J'ai écouté la fin. La fin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah bien, Oui, le bien. pauvre il a quand même pas de chance d'être dans ce parti-là. Mais... Vous lui direz. Aujourd'hui, Arthur de Vatrigan, vous allez nous parler de la dette. Ouais, on va enfin parler de choses sérieuses. Les trucs que la droite aime bien, c'est l'oseille. Parce que donc les migrants, les burkas, les Tony Montana du 9-3, tout ça, ça va 2 minutes, c'est bien. Il y a des sujets quand même un peu sérieux et c'est pas comme si on avait le Mozart de la finance qui était aux commandes. Alors je vous le donne en mille. Notre Reichswehr a fait péter les compteurs. On a 1000 milliards de dettes en plus juste pour sa pomme. Donc alors on connaissait son désir narcissique de rester dans l'histoire. Bon, il faut lui reconnaître qu'il se donne du mal, entre la modif de la Constitution, la déclaration de guerre contre les virus, les Ruskov, la réhabilitation de la peine de mort pour les cancéreux. Bah là, il va rentrer dans l'histoire par la grande porte en endettant la France jusqu'au trognon. Alors, vous allez me dire, il y a la crise sanitaire, tout ça. OK. Alors, si on allège un peu la note, on est entre 3 et 400 milliards de dettes dues à la crise sanitaire. Donc, ça fait quand même beaucoup de zéros qui lui restent ensuite à son actif. Puis c'est pas comme si on se portait super bien. On est, tout le monde l'a remarqué, le pays le plus fiscalisé. Notre feuille d'impôt baisse jamais, et pourtant notre service public ressemble de plus en plus à celui de l'Ouganda. Donc rappelez-vous, François Fillon 2007, il est Premier ministre et il déclarait: je suis à la tête d'un État en faillite. Et à l'époque, la France était à 1200 milliards de dettes. 17 ans plus tard, on a pris 2000 milliards de plus dans la besace. Donc là, c'est plus une faillite, c'est une liquidation. Et le plus drôle, c'est que on nous a quand même vendu des McKinsey et compagnie, quoi. C'est-à-dire qu'on paye des cabinets de conseil en disant, regardez, ça a vachement bien marché. Bah, faut reconnaître que c'est bougrement efficace. Alors, d'autant plus que si vous regardez la stratégie depuis 2017, alors on peut même remonter un peu à 2012, contre Marine Le Pen, il joue la carte de nous, on sait. On est les experts, des mecs qui ont le nom dans la calculette, tout ça. Alors avec Marine, c'est la banque ou direct, la guerre civile. À eux la compétence, donc la légitimité. ORN, l'ignorance et l'incompétence. Et ben aujourd'hui, on voit le résultat. Alors à sa décharge, on pourrait dire que nous ne sommes pas les seuls. Le Japon, par exemple, est bien plus endetté, environ 270% du PIB. Vous êtes vachement bien renseigné, quoi. Je vous Bah, remercie. c'est pas faux. Mais il faut regarder dans le détail. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est la charge de la dette. La charge de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts qu'on rembourse aux créanciers chaque année. En 2023, c'était environ 55,5 milliards d'euros, Mm. soit environ 2% du PIB. En 2027, d'après le pacte de stabilité qui a été présenté en avril dernier par Bercy, elle va atteindre 71 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'elle va devenir le premier poste de l'État devant celui de l'éducation nationale, dont le budget était de 59 milliards d'euros. Ouais. Donc juste le montant des intérêts qu'on rembourse, c'est plus de dépenses que pour l'éducation nationale. Bon, alors vous allez me dire à quoi servent les 59 milliards d'euros de budget du niveau scolaire de l'éducation nationale, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui est embêtant, en fait, c'est que la dette publique française, elle est détenue à 47% par des étrangers. Ah. Pour vous donner une idée, le taux est supérieur à celui de la zone euro. Les autres pays en moyenne c'est 39%. Au Royaume-Uni c'est 29% et aux États-Unis c'est 23%. Or, les non-résidents, on sait, sont beaucoup moins captifs, pardon, que les nationaux. Et donc, on a davantage susceptibilité de retirer leur investissement. Vous pouvez pas jouer la carte du patriotisme, regarder, ils s'en foutent. Ouais. Donc, en cas de crise ou d'incertitude économique, bah, on prend le risque d'être très perméable aux fluctuations financières. Donc, à titre de comparaison, vous l'avez rappelé, le Japon est surendetté, mais la Banque centrale japonaise possède plus de 40% de cette dette. Mm. Et les investisseurs sont japonais dans leur ensemble. C'est-à-dire à 90%, c'est des Japonais qui détiennent la dette. Mm. La Banque de France, elle possède moins de 25% de la dette. Donc c'est vous dire dans la mouise dans laquelle on est. Qu'on parle d'indépendance, mais alors là, que dalle. Alors, et en plus, c'est pas avec notre démographie qu'on va régler le problème. Vous imaginez, en 2027, on va bientôt dépasser 20 millions de retraités. Donc ça offre une super bonne réserve de voix aux copains de Macron pour 27. Ça donne de quoi nourrir nos créanciers pour un siècle, mais par contre, ça n'a pas arrangé le PEL de l'État. Sur 69 millions de Français, ça fait quand même une sacrée dose de bouche à nourrir, d'arthrose à soigner. Puis c'est pas comme si on renouvelle Cheptel, on en parle souvent, hein. Les naissances ont chuté de 7%, et encore c'est une moyenne, Mm. que si on enlève le taux de naissance de Kevin et Matteo, c'est Waterloo. Et là, on n'est plus rien. Et le problème, c'est que Kevin et Matteo, ils sont super actifs, ils pactent un mac d'oseille, tout ça, mais sur le déclaratif, ils sont toujours en déficit. Donc c'est-à-dire que la dette, elle n'a pas du tout baissé. Alors heureusement, Macron va nous faire une petite loi pour éponger le déficit de la Sécu, l'aide à mourir. Et ça va être bien. Ouais. Alors comment expliquer cette accélération de la dette? Oh, j'arrive plus à parler. C'est plus de l'incompétence à ce niveau. Bah, quand on dit il nous a foutu 1000 milliards dedans, oui, on pourrait dire que c'est de la compétence. Mais en fait, pas tant que ça.
on va le défendre un peu. Notre modèle économique et politique repose sur 3 piliers. Alors tout d'abord, le modèle, c'est le tertiaire et le service. Donc on a abandonné la productivité, la production, l'industrie. Pour le tertiaire, la tertiarisation à tout va. Sauf que qui dit tertiaire dit métropolisation. Donc l'industrie, l'agriculture, ça dégage. Et on appauvrit 90% du territoire. Parce que l'abandon d'activités productives a créé la France périphérique. 90% du territoire, 70% des habitants sont automatiquement mis hors jeu. Et la production de richesse, donc on l'a dit majoritairement de tertiaire, s'effectue à plus de moitié dans une douzaine de métropoles. Donc c'est-à-dire 5% du territoire, un tiers de la population. Les 2 tiers sont des cadres, des classes aisées, des étudiants et des immigrés, et elles produisent à elles seules plus de la moitié du PIB. Donc ça, vous avez le modèle, la tertiarisation. Ensuite, vous avez notre modèle économique, notre politique économique. Donc nos dirigeants ont décidé depuis 40 ans que les talons de notre nouvelle économie, c'est plus l'innovation, c'est plus la productivité, c'est plus la sauvegarde de nos productions et de l'emploi, mais c'est le pouvoir d'achat. D'ailleurs, le mot préféré du ministre de l'économie, quel qu'il soit, c'est la croissance, et le mot préféré des candidats à chaque élection, c'est pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que comme on repose sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on repose sur la croissance. Plus on consomme, plus la croissance augmente et plus nos dirigeants fanfaronnent. Sauf que les 2 tiers des produits qu'on consomme sont importés. Donc on produit rien chez nous. Enfin, le 3e pilier, c'est l'immigration. Parce que pour assurer le service consommation aux consommateurs, il faut des migrants. Et puis pour remplacer les consommateurs quand il y a pénurie démographique, il y a des migrants. Donc vous avez les 3 piliers, tertiarisation, consommation à tout va et immigration. Et comme ça consomme de partout, tout ça, mais qu'en même temps, on a appauvri la population avec notre modèle économique et politique, faut s'assurer quand même que tout le monde consomme. Parce que sinon, la croissance, elle baisse, on n'est pas content. Donc, l'État va rendre solvable des gens qui ne le sont pas. Comme ça, hop, la croissance, elle augmente. Sauf que l'argent, on n'en a pas. Donc, on emprunte et ça part dans la dette. Un exemple pour bien comprendre, les logements mal isolés. Bon, on connaît tout le truc, voilà, les logements sont mal isolés, il faut qu'on résout le problème. Bon, qui sont les plus touchés? Ce sont forcément les plus pauvres. Alors on fait quoi? On fout des normes écolo et on sponsorise. C'est la chaudière à 1 euro. Donc vous la payez 1 euro, mais en fait c'est l'État qui raque. L'État n'a pas d'argent, encore une fois, paf, elle emprunte et l'argent part dans le privé. Et en plus, la plupart du temps, c'est des matériaux chinois. Donc si vous voulez, depuis 40 ans, la France, c'est une économie sociale. Vous avez l'économie financière qui nourrit une riche classe aisée, là, c'est les 5% qui habitent dans les métropoles, qui prospèrent au détriment de l'économie de production. Les autres sont sous perfusion. Donc Macron et les autres, ils ont creusé la dette, mais ça fait 40 ans qu'on explique que la dette, c'est notre modèle pour la croissance. Et la croissance, c'est comme ça qu'on mesure les bons résultats d'un ministre de l'économie. Donc ça peut fonctionner, et encore, avec des actifs plus nombreux, et en période de paix. Sauf qu'aujourd'hui, les inactifs, ils sont plus nombreux que les actifs, et la paix, on vient de découvrir qu'un voisin pouvait être un ennemi. Donc forcément, ça fait tout drôle. Merci Arthur de Vatrigan. Alors, vous êtes directeur de la rédaction de l'Incorrect. Vous serez bientôt Bien reçu vu. par, c'est fou, hein, je m'en souviens, par Liselotte Dutreuil, qui est à ma droite, Chouette. pour parler de votre une. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire déjà quel est le titre de cette une? Est-ce que j'ai le droit de vous le dire maintenant? Ah, c'est pas On encore sort le sorti? mercredi 3 Ah avril. oui, non, alors non, ne nous dites rien. En fait, ça va être vachement bien. Franchement, ça va être top. Excellent On parle d'un accroche. truc ultra positif et tout, parce qu'on en a marre de taper sur la France. Là, on va Ah, c'est dire bien. que on va essayer de donner une petite idée de ce qu'est la France. Parce que pour info, il y a 2 anniversaires. Mhm. Cette année, on est en 2024. Vous avez la loi du voile, Oui, 2004. Puis vous avez un autre anniversaire, mais ça, je vous le dis pas, vous chercherez. C'est 70 ans. oui, je Et crois il y a une comprendre. comparaison qui est intéressante entre les deux. Quel anniversaire on fête, la loi du voile, parce que l'autre, vous n'avez pas la réponse tout de suite, donc c'est-à-dire qu'on l'a pas fêté. Et pourtant, il y en a une qui peut être, un anniversaire qui peut être la solution. Excellent. Beaucoup de suspense, on a, c'est on bien, a hâte d'y Oh, le être. teaser de ouf, là. Ça Pas mal, ça, fonctionne hein. vachement bien. Ouais. Oh, vous êtes trop fort, Arthur de Vatrigan. Ouais. C'est Merci un métier, hein. beaucoup. Donc vous en parlerez, je crois, la semaine prochaine, c'est bien ça, il me semble. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ou la Après semaine- Pâques. on va, En plus, on va comme il sera programmer ressuscité, ça, ça va chers être génial. auditeurs, au moment le plus opportun. Génial. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. À la semaine prochaine.